Allez, c'est bon. Si vous en êtes tous d'accord, on va démarrer cette session de formation. Merci d'abord à toutes et à tous d'être connectés avec nous. Alors, juste d'abord sur les modalités de cette formation, on est ensemble pour, on va dire, 1h30 au maximum, histoire de vous laisser aussi du temps pour passer du temps en famille, etc. Et puis pour ceux qui souhaitent regarder le match de Ligue des Champions tout à l'heure, vous ayez le temps de passer à table également. Je vous rappelle également que dans cette formation, on va globalement avoir 2 temps. Donc, il y a une première partie où vous aurez des explications et un certain nombre d'éléments. Donc là, vous intervenez dans le chat pour poser des questions, éventuellement si vous souhaitez des compléments à l'instant T. Et puis, on va consacrer 30 à 35 minutes au moins pour le temps d'échange, où vous aurez la possibilité de poser les questions que vous souhaitez ou informer d'éventuelles précisions que vous souhaiteriez avoir. On vous demande bien sûr pendant l'ensemble de la formation de garder micro et caméra fermés, sauf si bien sûr vous souhaitez prendre la parole. Je vous donne également une information importante, c'est que l'ensemble des documents qui seront utilisés dans la formation vous seront bien sûr envoyés à l'issue de cette formation, de ce webinaire. Et puis ce webinaire, il restera accessible en différé, donc à travers le même lien de connexion. Donc si vous souhaitez le partager avec quelqu'un d'autre au sein du club ou le revoir éventuellement vous-même, vous pouvez le faire à partir du lien existant. Bien sûr, vous ne serez plus à ce moment-là en direct, mais vous le verrez dans les conditions du direct, c'est-à-dire comme on va le vivre ce soir. Vous rappelez également que la formule de formation qu'on a envisagée sur cette notion d'optimisation des ressources financières des clubs se passera en 2 parties. Donc, il y a une partie ce soir consacrée à toute la partie subventionnement public, comment aller récupérer des subventions, etc. Et puis, une autre partie qui a lieu vendredi prochain, donc sur tout ce qui est partenaire privé. En clair, comment aller récupérer de l'argent au niveau privé et surtout comment optimiser la relation que vous avez avec vos partenaires. Donc ça sera vendredi prochain. Si d'aventure, vous pouvez être avec nous ce soir, mais que vous ne pouvez pas être avec nous vendredi prochain, vous pourrez vous reconnecter vendredi de la semaine prochaine, puisqu'on va renouveler l'opération compte tenu du succès de cette formation, donc mardi et vendredi prochain, donc avec les webinaires sur les mêmes thèmes. Voilà, juste avant que Sophie prenne la parole, je voudrais juste remercier déjà Philippe Saïter qui nous met cet outil à disposition, Naoufel Ben Mostefa qui a fait un gros boulot depuis des semaines sur la partie formation, puis bien sûr Sophie qui est l'intervenante principale ce soir, qui vous accompagne depuis des mois en tant que référente sanitaire, mais aussi sur la professionnalisation, un certain nombre de sujets. Donc c'est quelqu'un à qui vous avez l'habitude de donner ou de demander des informations. Donc, il n'y a pas de raison que ça change à l'issue de ce webinaire. Donc, merci déjà à ces 3 personnes-là. Merci à vous d'être avec nous. Merci de votre confiance au nom du comité directeur de la LGEF. Et puis, un petit mot aussi du contexte dans lequel on est, même si vous le connaissez. On vit depuis 13 mois une crise sanitaire évidemment sans précédent. On sait que l'impact est durable. Enfin, en tout cas, on sait qu'on sent tous qu'il y aura un impact durable pour le football. Il y a un impact immédiat, bien sûr, que vous sentez dans vos clubs, un petit peu de lassitude, des questions aussi sur les licenciés, sur la perte des licenciés. Bref, un certain nombre de questions, mais je ne vais pas y revenir puisque vous les connaissez et vous les vivez, je dirais, au quotidien. Merci encore de l'engagement de la plupart des clubs sur le maintien de l'activité. Je pense que c'est très, très important. Et puis, vous êtes aujourd'hui dans une période charnière qui est à la fois la préparation de la saison prochaine. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de questions sur comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que tous nos licenciés, nos dirigeants, nos éducateurs seront présents à la prochaine rentrée? Et en plus, on a du temps, puisque, évidemment, vous le savez, il n'y a pas de match. Donc, voilà, c'est une période un petit peu charnière, mais c'est une période aussi qui doit presque nous imposer de penser ou de repenser le modèle économique du football. C'est vrai qu'on est classiquement dans le football sur un sport attractif et populaire, avec un prix de cotisation assez bas au regard de ce qui se passe dans d'autres disciplines sportives. Et je sais que dans les clubs, vous êtes en pleine réflexion sur ces sujets-là. Donc effectivement, cette étape, elle est indispensable. En clair, le modèle économique pérenne de votre club, c'est la base de la discussion. Ce n'est pas forcément d'aller chercher de l'argent public ou privé pour rendre pérenne le club. Ça, je dirais que quelque part, ça fait partie, c'est une des briques de ce modèle économique, mais il faut le penser de manière globale à l'échelle de votre club. Évidemment, il y a énormément de questions en ce moment sur les subventions publiques. Il y a des dispositifs, on va dire qu'on va appeler dispositifs d'urgence qui ont été lancés. D'autres seront lancés. Sophie nous donnera tout à l'heure les informations concrètes à ce sujet-là. Il y a encore quelques éléments de réflexion autour notamment du passeport imaginé par l'État pour aider concrètement les licenciés sous certaines conditions de ressources et d'âge, etc.,
Donc, Sophie nous en parlera tout à l'heure. Mais bien sûr qu'il y a des interrogations à moyen long terme sur l'argent public. Est-ce qu'il y aura encore autant d'argent public dans le football pour soutenir le tissu associatif? C'est moins sûr. Et puis, les questions, elles sont évidentes aussi du côté des partenaires privés. Certains ont complètement disparu. D'autres sont en difficulté, plus ou moins importante. Est-ce qu'ils seront encore à vos côtés la saison prochaine et les saisons suivantes? Rien n'est moins sûr. Est-ce que vous avez pu aussi maintenir le lien avec ces partenaires? Donc, autant de questions qu'on aura l'occasion d'aborder vendredi, parce qu'une des questions importantes, c'est comment on peut assurer demain une meilleure visibilité de ces partenaires. C'est vrai qu'on est dans des champs classiques, avec de la panoptique, de la présence maillot, etc., des choses qu'on a l'habitude de mettre en avant dans le football, mais peut-être que finalement, cette expérience vraiment spécifique de 14 mois, on a fait beaucoup de digitalisation. Dans tous vos clubs, on s'est préoccupé de la question du maintien du lien avec les licenciés. On a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux, de manière générale, peuvent être aussi constitués des leviers demain pour améliorer la relation avec vos partenaires. Il y a la question de la vidéo. Enfin bref, il y a autant de sujets qu'on pourra aborder vendredi si vous êtes et si vous revenez avec nous, donc ce vendredi ou le vendredi de la semaine prochaine. Voilà, je vous propose, après ce propos liminaire, de rentrer dans le vif du sujet et je vais donner tout de suite la parole à Sophie Gervason, donc à la fois sur les dispositifs existants, tout ce qu'il convient de savoir, sur les dispositifs qui viendront peut-être, en tout cas les informations dont on dispose aujourd'hui, et puis surtout sur la méthodologie, parce que c'est vrai que cette question de la demande de subvention, elle est souvent vécue comme une contrainte. C'est beaucoup de travail, c'est fastidieux, c'est un travail administratif. Certains d'entre vous n'ont pas forcément l'habitude. Il y a des choses, et je pense que là, Sophie va pouvoir vous aider sur vraiment de la méthodologie, de façon à ce que cette demande de subvention, je ne dis pas qu'elle devienne automatique, mais que ça devienne une solution beaucoup plus simple à mettre en œuvre au sein de vos clubs. Voilà, j'en ai terminé. Sophie, à toi la parole. Et puis n'oubliez pas, n'hésitez pas pour poser des questions, avoir des précisions, vous utilisez le chat. Sophie, c'est à toi. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais couper ma caméra et lancer une présentation. J'espère qu'au niveau du flux, ça ira pour tout le monde. N'oubliez pas de couper micro et caméra jusqu'à ce qu'on arrive au temps d'échange. Vous voyez bien mon écran là? Très bien. On voit bien. Ouais, ok, parfait. Merci. Alors, cette formation s'inscrit dans le cadre du parcours fédéral de formation des dirigeants. Je vais passer très rapidement dessus. Stéphane a introduit pour la plus grande partie de ce propos. Ce parcours fédéral de formation des dirigeants se décompose en différentes thématiques, dont la thématique gestion et ressources financières qui comporte 2 modules. On a voulu aujourd'hui aller plus loin dans ce module, optimiser les ressources financières de son club pour que ça colle vraiment à vos besoins. Les enjeux sont les suivants. La crise sanitaire nous amène à devoir repenser nos modèles de pratique, nos modèles de formation également, puisqu'on est là ce soir en webinaire. Le modèle économique des clubs n'échappe pas à cette règle. Il faut se réinventer et saisir les opportunités. Quelquefois, ça peut vous paraître flou, opaque, diffus, avec beaucoup d'informations à maîtriser. Et la volonté aujourd'hui, c'est d'essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc, à travers cette formation, on va essayer dans un premier temps d'identifier les différentes sources de financement disponibles et voir pourquoi il est important de les équilibrer, d'acquérir certains outils et une méthodologie pour solliciter une subvention publique ou répondre à un appel à projet. Et enfin, et ça sera l'objet plus de la seconde partie de vendredi soir, de trouver comment vendre votre club et ses valeurs à des partenaires privés en vous appuyant sur les nouveaux outils digitaux. Les modalités pratiques, je ne reviens pas dessus. Simplement vous préciser que vu le succès et le nombre d'inscrits ce soir, on repart sur une session la semaine prochaine sur le même modèle, mardi, vendredi, à 18h30 pour 45 minutes, 1 heure d'intervention et surtout une demi-heure d'échange. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Stéphane et Naoufel
se feront fort de synthétiser tout ça pour soit intervenir au courant de mon intervention, soit rassembler toutes les questions à la fin. Pour identifier les différentes ressources financières, on peut d'abord parler de tout ce qui concerne recettes ou produits de fonctionnement. On parle là des cotisations, des dons, de tout ce que vous pouvez rentrer en produits et en recettes comme billetterie, en termes d'organisation de manifestations également, ainsi que des produits financiers, tous les placements, livrets, obligations, etc. Alors, je fais tout de suite une petite aparté sur la cotisation. Il a été fait mention de la possibilité de transformer une partie de la cotisation en don pour les associations, mais aujourd'hui, on considère que ce dispositif n'est pas une opportunité pour les clubs de football pour plusieurs raisons que je vais synthétiser. On va pouvoir revenir dessus peut-être à la fin de l'intervention, mais de manière générale, ne peuvent être remboursés, ne peuvent être transformés en dons. Il n'y a plus de son, bordel. Pardon ? Ouais, a priori, oui, Sophie, on nous signale que certains ont un problème de son. D'accord. Donc, je ne sais pas si Naoufel peut faire quelque chose, parce que moi, je n'ai pas la main sur le webinaire, mais on nous remonte effectivement un souci de son. D'accord. Alors, pour avoir testé, et puis pour avoir aussi testé sur d'autres comptes, apparemment, certains peuvent avoir des soucis de son. Donc, je vous conseille d'essayer du Google Chrome. Mais normalement, le son doit fonctionner. Voilà, donc normalement, on se déconnecte et on revient, c'est ça, si on a un souci de son? C'est ça, c'est ce que préconisait Philippe Saiter. Du coup, vous mettez un message dans le chat ? Oui. C'est ça. Ok. Je vais continuer, et puis ceux qui n'auront pas pu avoir les informations sur la cotisation transformée en dons, on pourra revenir dessus à la fin, mais de manière très synthétique, seule la partie de la cotisation qui concerne l'impossibilité de proposer une activité peut être transformée en don. Ça veut dire que ça ne concerne que les périodes où il y a eu fermeture totale et interdiction administrative de pratiquer, ce qui n'a pas forcément été le cas pour les clubs de football, hormis peut-être sur certains territoires, et en tout cas peut-être pas assez longtemps dans le courant de la saison pour que ça vaille le coup de se couper un petit peu les cheveux en quatre, parce qu'il faut vraiment pouvoir calculer au prorata des journées où on a été empêché de proposer la pratique afin d'être vraiment dans les clous. En plus de ça, ça demande une étude fine à un niveau très local du centre des impôts dont l'association est dépendante pour valider cette forme de défiscalisation. Et enfin, elle impose aux associations de devoir proposer le remboursement de cette partie à tous les membres de l'association. Or, on sait que le sport est peut-être plutôt le football est peut-être plutôt un sport populaire, et comme il n'y a que 48% de la population française qui paye des impôts, toutes les personnes pour qui ce n'est pas intéressant de transformer cette cotisation en don pour la déduire de ses impôts vont simplement bénéficier du remboursement. Donc l'association serait peut-être amenée à finalement rembourser plus de cotisations que ce qu'elle ne pourrait récupérer en don. Voilà pour résumer un petit peu et pour vous expliquer pourquoi on a jugé que cette option n'était pas pertinente pour vos clubs. Un deuxième type de ressources financières, et Stéphane et Naoufel reviendront dessus peut-être un petit peu plus particulièrement vendredi, certainement, mais je vous mets quand même quelques explications là. Donc, par contre, il me manque un petit encadré, je vous le rajouterai sur la présentation qu'on vous fera passer. Donc, sponsoring ou mécénat. Le sponsoring ou parrainage est un soutien financier ou matériel apporté à un événement, une fédération, une équipe sportive ou un sportif par un partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité. Donc, pour 1 000 € donnés, on multiplie par le taux d'impôt de société. Le coût pour le sponsor va être de 666,67 €.
et l'association. Et donc, oui, pardon. Donc 666,67 €, c'est ce que ça va coûter à votre sponsor. Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action ou activité d'intérêt général sans contrepartie contractuelle publicitaire. Et à ce moment-là, en fait, c'est le principe de la réduction d'impôt qui s'applique. Pour 1 000 € donnés, le mécène débourse en réalité 400 €, puisqu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt de 600 € sur ce don de 1 000 €. Les recettes de mécénat sont des dons et présentent donc un caractère non lucratif. Elle arrive. L'opération relevant du sponsoring, par contre, les recettes de parrainage sont des prestations publicitaires qui doivent faire l'objet d'une facture de l'organisme bénéficiaire au parrain. Donc ça, c'est très important à savoir parce que je pense que ce n'est pas forcément fait partout, mais si vous touchez du sponsoring, il faut pouvoir établir une facture à votre sponsor. Les autres ressources financières, de manière générale, comme je les ai classées en 3 grandes parties, alors certains diront qu'il faut suivre la règle des 5 S ou classifieront de manière différente. J'ai choisi ce classement-là. L'essentiel, c'est qu'ils prennent finalement en compte toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Les subventions publiques, subventions fédérales et différents appels à projets font intervenir différents types d'interlocuteurs et différents types de dossiers. On a notamment, dans un premier temps, l'État et les services déconcentrés de l'État, les régions et les départements. Dans un second temps, on peut distinguer la fédération, votre ligue, votre district. Et enfin, on peut aussi distinguer un autre type d'interlocuteurs que sont les fondations. Et je prendrai pour exemple le Fonds d'action du football, la Fondation de France ou les différentes fondations qui interviennent peut-être plus dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dont nous, le football, les associations de football font partie. L'Agence nationale du sport, c'est un exemple d'organisme qui propose des subventions de niveau aide de l'État. Et également, on va le voir là, avec un lien avec la fédération depuis peu. L'Agence nationale du sport, c'est un groupement d'intérêt public qui associe les différents représentants de l'État, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux. Il y a différents volets d'intervention de l'Agence nationale du sport. Le premier est celui qui est en cours actuellement, dont vous avez très probablement entendu parler, puisque vous avez été, en tant que club de football, destinataire d'une lettre de cadrage de l'appel à projet. C'est les projets sportifs territoriaux. Les projets sportifs fédéraux, pardon. Ces crédits sont instruits au niveau national par les fédérations, c'est mon point numéro 2. La fédération décline par ligue et par district l'instruction des différents dossiers présentés par les clubs. Les projets sportifs territoriaux, quant à eux, donc c'est mon premier point, les crédits sont instruits par les directions régionales et académiques de la jeunesse, de l'engagement et des sports, les fameuses DRAGES, qui ont vu le jour en janvier dernier, puisqu'il y a eu une réorganisation des services de l'État au niveau de jeunesse et sport. Et ces services de DRAGES travaillent en collaboration avec les partenaires du niveau régional via les conférences régionales du sport. Dans ces conférences régionales du sport sont notamment représentées les collectivités territoriales, donc la région Grand Est, le mouvement sportif régional, le comité régional olympique et sportif, et également le monde économique. Enfin, un autre volet de l'Agence nationale du sport, c'est le Fonds territorial de solidarité. Ce fonds spécifique est dédié à l'accompagnement de la reprise et à la relance de l'activité suite à la crise sanitaire. J'ai choisi d'en faire un focus pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce fonds territorial a été mis en place pour accompagner de manière spécifique les associations qui sont plus particulièrement touchées par la crise et en priorité les associations qui ne sont pas employeuses. Comment faire? Il faut justifier des difficultés financières que rencontre le club ou l'association à cause de la crise sanitaire. Notamment en mentionnant les manifestations que vous n'avez pas pu tenir, le fait de ne pas avoir pu proposer
de l'activité comme d'habitude à vos différents licenciés, le fait de perdre un certain nombre de licenciés, puisque vous ne pouvez plus proposer l'activité ou d'avoir des difficultés à les fidéliser. Et par contre, il faudra argumenter votre demande à l'aide de différents documents comptables. Je reviendrai sur les documents essentiels au dépôt d'une demande de subvention tout à l'heure dans l'aspect un peu plus méthodologique. Mais là, dans le cadre de cet appel à fonds-là, il faut pouvoir justifier qu'il y a une perte financière entre une année avant Covid et une année pendant Covid. Voilà. La demande doit être déposée sur la plateforme Le Compte Asso. Je vais y revenir tout de suite après. Et la date limite de dépôt du dossier sur Le Compte Asso est le 10 mai. Nous avons réalisé pour cet appel à projet une fiche pratique que j'essaye de vous partager. Naoufal, tu peux juste me dire si je partage bien Alors là, on la voit bien. Là, c'est le Fonds territorial de solidarité. Très bien, je te remercie. Donc, sur cette fiche pratique, on vous recense ce que c'est, à qui ça s'adresse, à quelles conditions, comment faire une demande de subvention et les différentes étapes pour réaliser une demande sur le compte Asso. Je vais revenir sur mon document qui est là. C'est là que ça se corse. Voilà. Vous voyez bien de nouveau le PowerPoint? Oui, on est bien merci. dessus. Merci. Voilà pour le focus sur le Fonds territorial de solidarité. Alors, les indispensables pour demander et solliciter une subvention publique, comme c'est rappelé dans la fiche pratique, mais je souhaitais le détailler un petit peu ici, c'est de rentrer une demande sur le compte Asso. Alors, Sophie, excuse-moi de te couper. Oui. Alors, on nous demande dans le chat si est-ce que les clubs pourront disposer de cette fiche pratique et où la trouver? Alors, elle est déjà en ligne sur un article qui s'appelle « Quelles aides financières pour mon club ?» qui se trouve et sur ActiFoot et sur le site officiel de la Ligue du Grand Est. Dans cet article, qui est un article permanent, que nous allons améliorer et amender au fur et à mesure des différentes opportunités que nous souhaiterons transmettre au club, nous insérons ces différentes fiches pratiques. Mais elle sera également disponible donc pour toutes les personnes qui ont participé, puisqu'on enverra le support de présentation. Voilà, par mail. Par mail, tout à fait. Voilà, donc je reprends simplement sur le compte Asso. Comment créer son compte? Vous avez un lien YouTube, je ne vais pas le lancer parce qu'on n'en a pas forcément le temps, mais qui vous explique de manière assez simple, sous forme d'un tutoriel, comment créer son compte. Également dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure, quelles aides financières pour mon club, l'article permanent, nous avons inséré pour les projets sportifs fédéraux, l'appel à projets sportifs fédéraux, une vidéo issue d'un webinaire de la fédération qui vous montre et comment créer son compte Asso et comment déposer son appel à projet, son dossier pour l'appel à projet sportif fédéral, et également comment faire le bilan des actions de l'année précédente. Voilà, donc ça c'est juste pour ceux qui se poseraient la question un peu plus particulièrement sur l'appel à projet de l'ANS, projets sportifs fédéraux, qui est instruit par les districts, les ligues et la Fédération française de football. Nous avons déjà fait un focus sur cet appel à projet-là et les différents documents sont accessibles déjà en ligne sur le site de la Ligue et sur ActiFoot. Pour pouvoir créer un compte Asso, il faut avoir un numéro de Siret. Qu'est-ce que c'est? C'est un code INSEE unique qui sert à identifier votre association. Il s'obtient sur simple demande et en fait, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. En effet, sur notre territoire du Grand Est, toutes les associations ne sont pas soumises au même régime. D'un côté, les associations de loi de 1901
pour demander un numéro de sirène si vous n'en avez pas encore, vous allez sur le compte asso et c'est une des premières démarches lorsque vous créez votre compte qui vous est demandé, c'est de renseigner votre numéro RNA dont vous disposez normalement lorsque vous avez déposé vos statuts et enregistré vos statuts. Et pour rappel, ce numéro est composé de 10 caractères, il commence par la lettre W et est suivi ensuite de 9 chiffres. Pour les associations du territoire Alsace-Moselle, les demandes sont à adresser à l'INSEE via une adresse mail et la lettre que vous faites doit contenir les informations sur le club, un exemplaire des statuts et l'extrait de parution au journal officiel ou l'inscription au tribunal ou à la préfecture et la signature originale manuscrite du représentant légal de l'association et le cachet du club sur ce courrier. Donc, dans l'idéal, vous joignez un courrier manuscrit que vous avez scanné en document PDF pour faire la demande de votre numéro sirène. Alors, d'autres interlocuteurs pour cette première catégorie de subventions et d'aides, on va dire, publiques, sont les aides que propose la région Grand Est. C'est un autre interlocuteur à privilégier et sur le site internet de la région Grand Est, il y a un onglet qui s'appelle Vos aides régionales. Je vais essayer de faire une démonstration si j'arrive à vous partager encore mon écran. Naoufel, tu me dis juste. Alors là, on voit toujours ton PowerPoint. D'accord. Donc, il faut que je change. Nouveau partage. Celle-ci. Voilà, très bien. Vos aides régionales et appel à projet. Voilà. Donc, on est dans les aides régionales. Vous pouvez filtrer par bénéficiaire. Donc, vous choisissez simplement association. Et ensuite, vous avez la possibilité de filtrer par compétences. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quand on déroule, les derniers appels à projets et aides régionales qui sont mis à jour figurent toujours ici. Pour aller plus particulièrement sur le champ qui nous intéresse et la compétence sport, on peut la sélectionner. Et à ce moment-là, en fait, le listing se déroule et se met à jour. Et je voulais vous faire un focus particulier sur cette aide-là, qui s'appelle Sport Relance 2021, qui sera réalisable à partir du 10 mai et qui vous permettra d'aider le financement de vos opérations de type porte ouverte, organisées dans le respect des règles sanitaires, entre autres critères, entre le 15 mai et le 15 octobre 2021. Pour le moment, la procédure n'est pas ouverte, mais elle sera dématérialisée et à renseigner en ligne sur le site de la région. Pour accéder au lien, il vous suffit de télécharger le règlement que je ne pourrai pas vous partager là, mais à la fin de ce document, vous avez accès donc, à la procédure dématérialisée qui sera, comme je vous le disais, ouverte. Si, je vous le partage là ou pas? Oui, on le voit bien. Oui, ok, très bien. Voilà, donc vous pourrez là, sur le lien ici, vous pourrez vous connecter et faire une demande dématérialisée. Voilà. Je vous conseille également de bien lire ce document qui est le règlement pour vous permettre de voir si vous collez bien à tous les critères de versement de cette aide. Nous en ferons également un focus dans notre article permanent qui est amélioré, comme je vous le disais, au fur et à mesure des différentes aides qui arrivent. Alors, je reviens sur mon document. On a le PowerPoint. Ouais, c'est bon? On l'a. Ok, super, merci. Voilà pour ce projet, cet appel à projet. Il y a également à votre disposition probablement différentes solutions ou différents appels à projets de niveau plus local, départemental ou même au niveau de vos collectivités territoriales. Sachez que chaque collectivité est à même de déployer des aides sur son territoire avec ses conditions, ses critères et que vous pouvez vous renseigner auprès de votre département ou de votre collectivité. Certains districts peuvent également
vous renseigner sur les aides dont ils ont connaissance sur votre territoire. Alors, un deuxième grand interlocuteur qui est à différencier peut-être ou à voir sous un autre angle, c'est la Fédération française de football et donc par déclinaison les ligues et les districts. Et là, je voudrais vous parler du Fonds d'aide au football amateur. Donc, vous avez très certainement déjà entendu parler. Donc, il est composé de plusieurs chapitres. Chapitre emploi, chapitre équipement, chapitre transport et l'acquisition de minibus avec un financement partiel de ces investissements que vous pouvez faire et un chapitre formation. Pour chaque chapitre, il existe un dossier de demande à compléter et à transmettre aux commissions d'études concernées via la Ligue, le district, en fonction du projet. Et chaque chapitre est soumis à un cahier des charges qui peut évoluer toutes les saisons et toutes les mandatures. Actuellement, nous sommes sur une mandature FAFA Emploi 2020-2024. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver sur une page interactive toutes les informations pratiques des projets éligibles au dispositif. FAFA équipement, donc sur ce lien que je ne vais pas ouvrir puisque le temps avance un petit peu et je voudrais pouvoir aller au bout de ma présentation, mais ça vous permet de voir quel type d'équipement peut être subventionné et à quelle hauteur, et également les conditions à remplir pour pouvoir déposer un dossier. Moi, par contre, je souhaitais vous faire un focus sur le FAFA Emploi, puisque nous en avons déjà réalisé une fiche pratique aussi qui sera apportée à l'article permanent dont je vous parlais tout à l'heure. Comme ça. Alors, je vous mettrai en pièce jointe de l'envoi qu'on va vous faire la fiche pratique en tant que telle. Là, elle n'est peut-être pas très facile à voir pour vous à lire, mais vous en aurez un exemplaire bien plus lisible. Je vais aller rapidement sur ce que c'est. C'est une aide au poste que vous allez créer au sein de votre club pour encadrer soit la pratique, soit les services administratifs. C'est-à-dire que vous devrez pouvoir répondre à certains critères et c'est plus le poste qui va déterminer qu'on vous attribue l'aide ou pas que le candidat que vous allez éventuellement recruter soit avant, soit après, peu importe. En tout cas, le candidat devra remplir certaines conditions pour être éligible au poste, mais ce qui est aidé, c'est le poste. Ça s'adresse à qui? À tous les clubs qui créent un poste de responsable sportif et ou responsable administratif dans son club à temps partiel ou complet avec un prorata, bien sûr, de l'aide qui est calculé si c'est un temps partiel. Et par contre, c'est obligatoirement un poste qui doit être créé en CDI. Je ne ferai pas plus d'informations sur les aides à l'emploi aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps. Il y a dans le volet notamment de l'Agence nationale du sport beaucoup de dispositifs qui sont de l'aide à l'emploi, à la création de l'emploi ou au maintien de l'emploi que je vous propose peut-être de commenter plus en particulier à l'occasion d'un article apparaître prochainement aussi pour vous permettre d'avoir à votre disposition tous les leviers de structuration et d'aide financière à l'emploi. Mais pour le FAFA Emploi, il vous faudra déposer un pré-projet et ce qu'il est important de savoir, c'est que notamment l'emploi ne doit pas être exécuté, c'est-à-dire que vous ne devez pas recruter de salariés avant d'avoir obtenu une réponse de la fédération sur le financement ou non de votre poste. Pour parler chiffres, l'aide au FAFA Emploi, si je prends l'exemple d'un temps plein, c'est une aide qui se décline sur 4 années de subvention avec un montant maximum d'aide attribué la première année. Le maximum, c'est 10 000 €. Il n'est pas dit que vous obteniez automatiquement 10 000 € si vous proposez un poste à 35 heures, mais de manière générale,
C'est vers ça qu'on tend sur les dernières années, sur les derniers dossiers. 10 000 € la première année, donc au maximum, encore une fois, et 80%, 70%, puis 50% de cette aide de la première année qui sont versés sur les 3 années suivantes, ce qui fait au total 30 000 € pour un poste avec, vous l'aurez compris, un reste à charge progressif pour le club. Pour votre information aussi, de manière générale, un tel poste est estimé à un coût annuel de 27 000 €. Concernant la méthodologie, de manière générale, et je sais que je n'ai pas parlé forcément de tous les dispositifs, mais je reste attentive à vos questions tout à l'heure. Je clôturerai simplement avec quelque chose que je n'ai pas intégré non plus à la fin de mon intervention, qui est le passeport. On y reviendra tout à l'heure. Et je vous donnerai aussi les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas intégré à cette présentation. En termes de méthodologie, on peut distinguer 2 grands types de documents à avoir, je dirais, sous la main, systématiquement, lorsqu'on souhaite déposer une demande de financement, répondre à un appel à projet. Il y a les documents qui concernent l'association et ceux qui concernent plus particulièrement le projet ou l'action. Naoufel, j'ai un écho. Tu peux... Alors oui, j'entends aussi l'écho. Est-ce que tu peux me nommer co-animateur? Comme ça, j'essaie de couper les micros. Et si chacun peut couper son micro, s'il vous plaît, pendant la présentation, je vous remercie. Alors, comment je fais pour te nommer animateur? Alors, tu vas sur mon profil, tu cliques sur le plus. À côté de désactivation, tu vas sur le plus. Et là, tu me nommes co-animateur, s'il te plaît. Co-animateur, ok. J'en profite, Sophie, pour poser, relayer une question du chat. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, si on a déjà un emploi aidé en CDI, est-ce qu'on peut à nouveau faire appel au FAFA? Alors, si on a déjà obtenu un financement dans les dernières années au FAFA Emploi, les dossiers sont étudiés au cas par cas, mais de manière générale, si on a déjà obtenu un financement pour un poste de responsable sportif, on ne pourra pas prétendre à un deuxième financement pour un deuxième poste de responsable sportif. On pourra éventuellement demander un financement pour un poste de responsable administratif, mais la commission fédérale considérera que le poste responsable sportif a déjà été aidé. Et comme on est sur le poste, un deuxième ne sera pas aidé. Par contre, certains clubs qui ont pu bénéficier du FAFA Emploi tout au début de son existence et pour lequel les modalités ont quand même évolué avec le temps, pourront peut-être se voir accorder un financement qui ne sera pas forcément du coup le financement maximum possible. Enfin, le FAFA Emploi n'est pas destiné à financer en même temps 2 postes au sein d'un même club. C'est-à-dire que si actuellement un club est sous financement poste responsable sportif, il ne pourra demander un financement de poste de responsable administratif qu'à la fin de l'aide accordée pour le poste du responsable sportif. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Stéphane, tu me diras si jamais il y a encore des questions à ce sujet. Oui. Du coup, je continue sur la méthodologie. Les documents qui concernent l'association, de manière générale, il y en a 4. Il y a 4 grands axes sur ces documents. Le premier, c'est la présentation de l'association. Pouvoir décrire un petit peu le contexte, les objectifs, l'objet de l'association, son histoire, ses perspectives de manière générale. Et de manière synthétique. Après, souvent, et de plus en plus souvent, on vous demande de joindre à votre demande le projet associatif du club. Et j'ai mis « et ou le projet de club », puisque dans la formation CFF4 que nous proposons, on parle dans le projet de club de 3 volets, le volet associatif, le volet éducatif et le volet sportif. Donc, ce qui va intéresser plus particulièrement les financeurs, c'est le projet associatif et éducatif du club, ou de quelle manière l'association sort de son objet propre
pour aller vers plus d'ouverture que simplement le côté sportif. Le compte-rendu ou PV de la dernière Assemblée générale est également un document demandé et il doit contenir de manière générale le rapport moral du président ou du secrétaire général, un rapport d'activité et les différents documents financiers justificatifs, tout ce qui est bilan et compte de résultats. Par rapport à ça, en général, ce qu'on vous demande, c'est les derniers qui ont été validés et validés en Assemblée générale. Peu importe que vous fonctionnez sur une saison sportive, donc de juillet à fin juin, ou sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre, on vous demandera toujours les derniers documents certifiés. C'est un moyen de vérifier aussi le fonctionnement démocratique de votre association et de s'assurer que vous respectez bien le fonctionnement prévu par vos statuts. C'est le dernier document qu'on vous demande de manière générale, c'est les statuts et ou les documents justificatifs de publication au journal officiel ou d'inscription au tribunal ou au registre des associations. Concernant les documents de l'action ou du projet, ils vont être sensiblement les mêmes puisqu'on va vous demander de détailler l'action ou le projet que vous souhaitez soumettre à subvention. Et il faut absolument, dans cette présentation, dans ce détail, faire le lien avec soit la note de cadrage, soit le règlement, comme on a pu le voir sur le Grand Test Sport Relance 2021, pour démontrer que vous êtes en capacité de répondre aux différents enjeux ou aux différents objectifs qui sont demandés sur l'appel à projet et que vous respectez tous les critères. Ça argumente et ça justifie le dépôt de votre demande de subvention. Le document financier à annexer, c'est le budget prévisionnel de l'action. Et du coup, je m'interroge, mais j'ai oublié de rajouter dans les documents de l'association le budget prévisionnel pour la saison suivante. C'est aussi un document important à joindre. Je reviens sur l'action, le budget prévisionnel de l'action qui va permettre en fait aux instructeurs de déterminer finalement à combien se monte votre action au total en termes de recettes, produits et charges financières. Est-ce que votre budget prévisionnel est équilibré? Et finalement, quel est le pourcentage de subventions que vous demandez pour l'action en question? Ça va souvent être déterminant dans les différentes demandes de subventions que vous allez pouvoir faire. Si par exemple, vous avez un budget prévisionnel d'un montant de 100 000 € et que vous sollicitez pour réaliser cette action une subvention, sur la subvention que vous demandez, 80% du montant, il y a fort à parier que vous n'obtiendrez pas, en tout cas, les 80%. Donc, il faut pouvoir aussi, et c'est un petit peu ce que je vous dirai à la fin, multiplier les différentes ressources financières et pour le fonctionnement de votre association de manière générale et sur les différents projets que vous allez déposer en demande de subvention. C'est-à-dire que si dans une demande, vous précisez qu'en plus de la subvention demandée, vous avez sollicité une subvention de la mairie ou vous avez un financement partiel par un sponsor et une partie de fonds propres à débourser qui n'excède pas 50%, vous avez plus de chances d'obtenir ce que vous demandez en subvention. Peut-être une précision, Sophie, aussi sur ce point-là. Oui. Vous pouvez valoriser les heures de bénévolat, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le monde associatif, mais les heures de bénévolat, c'est aussi une part de prise en charge par l'association elle-même dans le budget d'une action. Tout à fait. Et ça rentre dans la colonne, dans les deux colonnes, ça permet aussi d'équilibrer le budget. L'attestation sur l'honneur du responsable moral qui certifie la véracité des informations communiquées. De manière générale, dans les différentes demandes que vous allez pouvoir formuler, on vous demande soit de remplir un formulaire et de le signer de manière originale et de le cacheter avec le tampon du club, ou alors de rédiger une attestation sur l'honneur écrite de la main du président. Alors ça peut être aussi sur un format informatique, mais la signature et le cachet du club doivent être des originaux.
ou en tout cas, il faut pouvoir garder à disposition des services instructeurs l'original que vous aurez scanné et envoyé par mail dans le cadre des demandes dématérialisées. Mais c'est des pièces qu'il vous faudra conserver. D'un point de vue méthodologique aussi, il faudra penser à l'après. Penser à l'après, c'est se dire que pour chaque subvention qu'on va solliciter, il va falloir pouvoir justifier les différentes dépenses en présentant une note détaillée de la façon dont l'action a été mise en place et s'est déroulée, ainsi qu'un compte de résultats, un bilan financier de l'action qui fait apparaître de manière détaillée l'utilisation des sommes obtenues. Autrement dit, si on vous accorde une subvention de 20 000 €, il faut pouvoir justifier l'utilisation de ces 20 000 € pour l'action spécifiquement pour laquelle vous avez demandé la subvention. Pour conclure, et sans être exhaustive, hein, je le sais, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. J'aurais pu aller plus loin dans les modèles de bilan, budget prévisionnel. Tout ça, c'est des documents qu'on va essayer de vous mettre en ligne au fur et à mesure qu'on arrive à améliorer l'information et les outils qu'on peut vous proposer dans le cadre de vos démarches de subvention financière. Mais pour limiter votre dépendance à un seul type de ressources, il est essentiel d'équilibrer et de diversifier vos ressources. C'est-à-dire autant compter peut-être sur des recettes que vous pouvez obtenir suite à des manifestations organisées que sur des actions que vous allez mettre en place pour lesquelles vous allez demander des subventions, que pour toutes les aides auxquelles vous allez pouvoir prétendre, que de vous tourner aussi vers des financements privés, donc qui seront l'objet de l'intervention de Stéphane et Naoufel ce vendredi et vendredi prochain. Mais voilà, c'est très important de rentrer dans cette dynamique, une qui va vers le tout numérique et le dépôt de dossiers en ligne, et d'avoir toujours sous la main ces documents que peuvent vous fournir votre trésorier, votre secrétaire général, votre président, si ce n'est pas vous-même qui occupez ces fonctions. Et ça permet en fait une certaine fluidité dans le dépôt des demandes. Un autre conseil méthodologique, c'est peut-être de constituer un groupe ou une cellule de pilotage spécifiquement dédiée au sein de votre comité à ces demandes de subvention pour être plus précis, plus réactif et pouvoir surtout vous assurer de ne pas passer à côté de quelque chose qui aurait pu vous bénéficier. Et enfin, pour rester informé des dernières opportunités de financement, je vous en ai parlé tout au long de mon intervention, un article permanent qui est mis à jour au fil de l'eau, qui s'appelle « Quelles aides financières pour mon club ». Je vais vous le montrer tout à l'heure pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et une adresse mail qui centralise un petit peu vos demandes et les répartit sur les différents spécialistes ou experts, ou en tout cas collègues, qui sont plus à même de vous renseigner spécifiquement sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie en tout cas déjà pour votre attention là. J'espère qu'on a un petit peu le temps. Oui, on devrait avoir une quarantaine de minutes pour échanger et pour répondre à vos questions. Je vous ai intégré dans la présentation le lien pour l'inscription à la seconde partie. Donc, vous aurez le support de présentation par mail à l'issue de cette réunion, peut-être demain, mais on fera en sorte de vous joindre aussi tous les documents que j'ai pu vous présenter au fur et à mesure pour que vous ayez tout en main pour pouvoir demander vos subventions et répondre à différents appels à projets. Merci pour votre attention et puis je suis ouverte à vos questions. Stéphane, Naoufel, c'est à vous. Alors, pour commencer les questions, on a une question de Romain Maillet concernant le compte pour le Fonds territorial de solidarité. Donc, je propose de demander à Romain Maillet d'activer son micro. Hop, là, j'ai envoyé la demande. Voilà, donc, Romain, si vous pouvez nous proposer votre question de vive voix. On vous entend.
J'ai pas souvenir d'avoir posé de questions. Ça me paraît bizarre. Ah, dans le chat, en tout cas, alors, dans le chat, on a une question. Alors, je la pose moi-même. J'ai bien créé le compte asso pour mon club, mais ensuite, comment trouver la subvention Fonds territorial de solidarité? J'ai beau chercher, mais je ne la trouve pas. Ah, c'est pas moi qui ai envoyé, mais Ah, c'est peut-être un autre maillet, du coup. ouais, c'est mon père qui suit la vision en même temps. Vous pouvez D'accord. peut-être Ah, ça roule. En le- tout cas, on pose la question pour lui. Ok. Alors, pour le Fonds territorial de solidarité, normalement, quand vous déposez une demande sur le compte asso, il y a toujours un code à renseigner. Et ce code, il est notamment précisé dans la note de cadrage ou dans le règlement. Donc, je vais regarder si je vous le trouve d'ici la fin de l'intervention. Moi, j'ai une question, Sophie. Hein. Bien sûr, on Écoute. vous invite à poser vos questions. Vous intervenez comme vous le souhaitez. Vous posez la question, vous ouvrez votre caméra, votre micro, vous posez la question. Moi, j'ai une question, Sophie. On a beaucoup entendu parler du passeport que l'État envisage. La ministre des Sports s'en est largement répandu. Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'on sait que tous nos clubs sont en train de réfléchir aujourd'hui au modèle de financement, notamment sur la question des cotisations. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué au foot normalement. Est-ce qu'on est amené à pouvoir demander et réclamer la cotisation? Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie du club? Et on sait qu'il y a cet espoir de passeport. Donc, de quoi s'agit-il précisément? Qu'est-ce qu'on a comme information à ce sujet? Alors, le passeport, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis un certain moment. On attendait des précisions et on ne les a pas encore toutes à l'heure actuelle. Et merci de me reposer la question parce que j'avais dit que j'y reviendrai à la fin, mais je l'ai oublié dans l'intervalle. Donc, le passeport, c'est une aide à la prise de licence pour la saison prochaine qui sera financée par l'État. Ça a été adopté dans le budget du ministère des Sports pour l'année 2021. De manière concrète, ça va se matérialiser en fonction des ressources du foyer fiscal des licenciés. C'est-à-dire qu'on partira a priori sur un certain montant en termes de quotient familial et les personnes qui rentreront dans ces bornes de quotient familial pourront prétendre à avoir une aide jusqu'à 50 € pour prendre une licence pour les jeunes de 6 à 16 ans. Pour le moment, on n'est que sur cette catégorie-là. C'est une aide qui va être mise en place uniquement à partir de la rentrée prochaine, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Il était prévu qu'il y ait des zones ou des régions tests au mois de juin. A priori, ça ne sera pas le cas, ou en tout cas pas chez nous. Et c'est vraiment une aide que les clubs pourront obtenir qu'à partir du mois de septembre, octobre, encore une fois destinée qu'à une partie de la population. Donc en termes d'âge, c'est les 6-16 ans, et avec des conditions de ressources du foyer fiscal basées sur le quotient familial. En clair, je précise aussi que selon les informations qui ont été données par le ministère, il s'agirait en fait d'un bon qui serait attribué à la personne en tant que telle, en tant que licencié. Et en fait, c'est ce bon qui serait remis au club et charge au club ensuite de se faire rembourser par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports sur la base des bons qui seraient remis. Donc, on est effectivement sur un public ciblé et limité, comme l'a dit Sophie, aux 6-16 ans. Et ça va demander du coup une certaine charge de travail administrative au club. Oui, alors il y a une question aussi de Bragard justement sur ça. Donc en principe, les familles recevront automatiquement, sur attestation d'une inscription dans une association sportive ou culturelle, ce bon. Voilà, donc les familles le recevront directement selon les critères qui sont ou qui seront encore fixés par l'État. Sophie, précision aussi importante parce qu'il y a aussi dans les aides promises par l'État un dispositif sur les services civiques, sur la relance d'activités dans le monde sportif. Là aussi, comme tu es une spécialiste de la question des services civiques, est-ce qu'il y a des opportunités pour les clubs à mettre en place ou à faire des demandes sur les services civiques dans cette période? Alors, les services civiques, il faut savoir que c'est des dispositifs, ou en tout cas c'est un programme, mais il faut bénéficier d'un agrément pour pouvoir en disposer. Et un agrément, encore une fois, c'est une demande à formuler avec l'appui des différents documents
que j'ai pu citer de manière classique un petit peu sur les autres aides. J'imagine, avec les annonces qui ont été faites, que les délais d'instruction seront peut-être un petit peu raccourcis, mais ça demande quand même une certaine préparation et un certain travail. Les clubs qui souhaitent solliciter un agrément pour démarrer avec des volontaires en service civique et démarrer l'accueil de volontaires en service civique à partir du mois de septembre devraient pouvoir déposer une demande d'agrément à la fin du mois de mai au plus tard pour que leur demande soit instruite. Et le service civique, alors déjà de manière générale, c'est un statut complètement à part dans une association, à ne surtout pas confondre avec un salarié. C'est une personne qui est indemnisée pour son investissement pour l'intérêt général et après obtention de l'agrément de l'association dans laquelle il va réaliser sa mission. Il ne touche donc pas un salaire qui ne correspond pas au nombre d'heures passées dans le club, et son activité ou sa mission plus particulièrement doit pouvoir être réalisée sur toutes les autres choses hormis l'activité principale du club qui est l'objet de son association sportive, c'est-à-dire l'encadrement de la pratique. Il ne doit pas être confondu non plus avec une activité salariée. Donc, le service civique peut être un très bon levier pour la mise en place et le déploiement, par exemple, du programme éducatif fédéral ou pour l'appropriation des nouveaux outils numériques par les dirigeants du club et les membres du club, ou pour l'animation de la vie associative de manière générale. Mais ces volontaires en service civique ne peuvent être ni des éducateurs en responsabilité d'une équipe, ni des personnes qui vont tenir la buvette ou le clubhouse, ni des personnes qui vont faire le ménage ou laver des maillots ou s'occuper du matériel de manière plus générale. Voilà pour une première chose à avoir bien en tête avant de demander un agrément. Je pense que les demandes vont se faire de plus en plus importantes. J'ai dans l'idée de proposer justement aux clubs intéressés une réunion d'information sous forme de webinaire dans le courant du mois de mai pour que chaque club puisse se positionner et réaliser une demande s'il souhaite effectivement partir sur cette opportunité-là. Voilà, je pense que je n'ai pas été forcément dans les détails et peut-être pas suffisamment clair, mais affaire à suivre et je vous promets de revenir vers vous, vers les clubs, pour aller un peu plus loin sur ce programme-là et cette opportunité. En sachant, Sophie, que la situation des clubs en fonction de leur district d'appartenance peut être différente, puisqu'il y a des politiques et des stratégies différentes des différents districts de la Ligue Grand Est en la matière, hein, et je pense que c'est important aussi que les clubs en soient conscients. Il y a certains districts où c'est le district qui pilote un peu la démarche. Tout à fait, c'est exact. C'est le cas notamment en Moselle, où vous pouvez vous adresser au service du district pour pouvoir accueillir un volontaire. C'est le cas également dans les Vosges et en Meuse, mais sans fermer la porte à ce qu'un club puisse déposer une demande d'agrément en son nom propre. Il y a eu dans le passé quelques difficultés sur les départements de la Marne notamment, pour solliciter un agrément pour un club, puisque le district avait aussi un agrément. Mais de manière générale, toute association, qu'elle soit sportive ou pas d'ailleurs, peut solliciter un agrément pour accueillir des volontaires en service civique. Et Olivier Laurent nous fait une précision disant que les missions locales peuvent être aussi porteuses du projet et peuvent être sollicitées par les clubs. C'est exact. Alors, en fait, dans certains territoires, il y a des organismes qui ont un agrément de service civique et qui les mettent à disposition de différentes associations sous forme d'une convention à définir entre les différentes parties. C'est le cas notamment des missions locales, comme monsieur en donnait l'exemple. C'est également le cas de certains comités départementaux olympiques. Ça peut être le cas d'Unicité ou de la Ligue de l'enseignement.
et plus rarement des centres socioculturels ou des collectivités. On a quelques questions, Sophie, sur le BMF en apprentissage. Alors là, on va essayer de synthétiser les réponses, hein, puisqu'il y a des clubs qui nous interrogent en disant qu'ils sont intéressés, d'autres nous disent on va embaucher un BMF en apprentissage, comment vont être gérées les aides, juste des précisions, parce que c'est vrai que c'est important dans cette période de l'année. On sent qu'il y a énormément d'envie de la part des clubs de passer par ce dispositif du BMF en apprentissage, parce qu'il est en plus particulièrement soutenu, on va dire, financièrement par l'État. Juste une précision, il nous appartient à nous, représentant la Ligue Grand Est, de vous mettre aussi en garde par rapport à ça, c'est que ça suppose aussi un engagement très important du club qu'il faut rappeler. Hein, on a eu l'occasion de le mettre en avant sur le site officiel de la LGEF. Donc, c'est la nécessité d'avoir un tuteur titulaire au moins du BEF au sein du club pour pouvoir tutorer le ou la jeune qui est prise en BMF apprentissage, mais également d'avoir un tuteur de manière générale. Alors, ça peut être le président ou ça peut être un autre membre du comité, mais c'est très important. Donc, le dispositif, il est certes très intéressant sur le plan financier actuellement, mais l'objectif est néanmoins d'arriver peu ou prou à tenter de pérenniser ces emplois d'une part, et puis deuxièmement, à ce que le club s'engage aussi à assurer le suivi. On l'a vu sur quelques cas où lorsqu'il n'y a pas de suivi au sein du club, c'est un petit peu compliqué pour le jeune qui se retrouve un petit peu dans la nature. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il faudra aussi, et ça c'est très important de le rappeler, passer par les fourches codines des tests. Et il est clair que plus il y aura de jeunes et de candidats, moins il y aura de cadeaux, entre guillemets, sur les tests qui sont prévus au mois de juin. Et sur les aides, Sophie, je te laisse prendre la parole. D'accord, merci. Alors, effectivement, sur la partie demande d'aide, lorsque vous partez sur un BMF en apprentissage, il faut savoir que vous avez à assumer ce qu'on appelle la fonction employeur. Ça demande peut-être un certain nombre de formations, notamment en termes de tutorat, de maître d'apprentissage et de critères de diplôme, hein, pour encadrer. Ça demande aussi de saisir sur mon compte asso les différentes demandes d'aide, parce que les aides à l'apprentissage ne tombent pas toutes seules, il faut que vous en fassiez la demande. Au sujet de ces aides, on a quelques difficultés depuis quelques années. Et on avertit toujours les clubs qui bénéficient donc d'un apprenti, ou plusieurs d'ailleurs, de cet apport-là, qu'il faut prévoir d'avoir une avance en trésorerie de 8 mois par apprenti, pour ne pas se retrouver en difficulté, parce que les aides, quand bien même vous les demandez dans les temps, et en général, il y a des deadlines à fin de l'été, hein, fin août, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le temps qu'elles soient instruites, accordées, et que les différentes aides soient versées, et ben on arrive au mois de mars ou au mois d'avril. On a les clubs qui étaient employeurs là sur de l'apprentissage. Pour certains, viennent tout juste de toucher les différentes aides. Alors, quand elles arrivent tout en même temps, mais dans le cadre de votre statut d'employeur, vous devez de pouvoir verser le salaire de votre apprenti tous les mois, que vous ayez touché l'aide ou pas. Donc voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. Il y a des fois un décalage entre le moment où on doit débourser et le moment où on réceptionne. Certaines aides financières aussi ne vont pouvoir intervenir qu'à partir du moment où vous avez réalisé l'action, et c'est à considérer plutôt comme un remboursement que comme une avance à justifier ensuite. Je ne sais pas si j'ai répondu à parce qu'il y a pas mal de questions. Hein, il y a pas mal de questions, effectivement, sur cette question, aussi bien du BEF en apprentissage, qui est un dispositif qui n'est pas nouveau, hein, même s'il va être peut-être massifié cette année, comme sur le BMF. Effectivement, il y a pas mal de clubs qui nous demandent quand est-ce qu'ils auront les aides promises. Oui, je voulais justement revenir aussi sur cette chose importante que tu as évoquée, Stéphane, c'est que on comprend bien que les clubs ont des projets, qu'ils vont recruter des apprentis, mais néanmoins, il y a un premier passage obligé, c'est que les apprentis passent les tests de sélection. Et en fonction de ça, si vous avez un candidat désigné que vous avez déjà recruté et que vous envoyez au test et qu'il ne passe pas les tests, vous pourrez tout de même être employeur d'un apprenti, mais il faudra à ce moment-là vous diriger plutôt vers un apprenti ou un futur apprenti qui a réussi les tests d'entrée. Et les aides, je ne suis pas persuadée que l'année prochaine, ça change. Il faut toutefois prévoir une grosse avance de trésorerie
pour pouvoir assumer la fonction employeur et payer le salaire de l'apprenti avant de toucher les aides. Ça n'est jamais intervenu pour l'instant avant le mois de mars. Donc, voilà, ça vous laisse un petit peu imaginer l'avance de trésorerie qu'il faut avoir, sachant que le salaire de l'apprenti est fonction de sa catégorie d'âge. En précision importante aussi sur cet aspect-là, Sophie, c'est que les clubs qui auraient l'envie, le désir de créer un poste de BMF en apprentissage ou de BEF peuvent aussi nous envoyer une fiche de poste, enfin une offre quelque part et en fait, nous les publions régulièrement. Donc, il y a des candidats qui aujourd'hui souhaitent faire un BMF ou un BEF, mais n'ont pas de club, et des clubs qui cherchent à trouver quelqu'un. Donc, souvent, l'idée, en fait, en tout cas, le rôle qu'a la Ligue, c'est de mettre en relation les uns et les autres. Il y a une question aussi de Jean-Pierre Susse concernant le lieu de formation. Donc, pour l'instant, on est toujours sur le BMF tel qu'il existait la saison dernière, c'est-à-dire une formation qui a lieu pour l'essentiel à Reims, mais qui a eu lieu aussi ponctuellement à Nancy et à Strasbourg. Mais on est toujours sur le même modèle, donc 3 semaines au sein du club et 1 semaine par mois dédiée à la formation du jeune ou de la jeune. Tout à fait. Alors, on a une autre question concernant les aides pour un emploi, pour un contrat non apprenti. Alors, est-ce qu'elles sont versées? Est-ce qu'on a aussi un décalage au moment où on reçoit les aides et au moment où on débourse? C'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on parle du FAFA emploi? Là, on parle d'un emploi non apprenti pour les aides. C'est ça, oui. Oui, FAFA emploi. Oui, alors effectivement, il y a un décalage parce que, en fait, sur ces 30 000 € maximum qui sont versés sur 4 ans, il faut penser que l'aide, la première année, est accordée dans les 3 mois après validation et exécution du contrat de travail. Donc, en gros, le club sait, avant d'exécuter le contrat de travail, s'il peut toucher l'aide FAFA emploi ou pas et quel sera son montant. Ensuite, au niveau du montant, on parle de 10 000 € d'aide la première année, mais si on démarre sur une année saison sportive, c'est-à-dire si on démarre au 1er juillet. Si le club démarre son emploi au 1er septembre, il ne touchera sur la première saison que 10/12e de ces 10 000 € qui ne sont pas perdus, parce qu'il les récupérera tout à la fin. Il y aura un dernier versement en fait avec la 4e année d'aide de ces 2 mois qui manquaient au départ. Donc, cette aide, elle est versée en fonction du moment de démarrage dans la saison du salarié en termes de montant, et elle est versée dans les 3 mois après l'exécution du contrat. Donc, je reprends mon exemple d'un salarié qui démarre au 1er septembre. Avant le mois de décembre, 8 333 €, je crois, qui correspond au 10/12e des 10 000, sont versés sur le compte du club. Ensuite, il faut attendre la 2e année, la 2e saison d'exécution du contrat pour toucher la 2e année d'aide. C'est-à-dire, et je reprends encore une fois mon exemple, démarrage du contrat au 1er septembre 2021, première saison de financement, saison 2021-2022, versement des 10/12e en novembre ou plus tard décembre 2021, versement des 8 000 € correspondant à 80% des 10 000 sur la 2e année, uniquement à la fin de la saison 2022-2023, c'est-à-dire en juin 2023. Et ensuite, les autres années interviennent à chaque fois en fin de saison. Donc, il y a un gros temps d'attente entre le premier versement et le 2e versement. Et ensuite, il y a à chaque fois 12 mois qui s'écoulent jusqu'à ce que l'aide soit versée à nouveau. Et elle est versée sur la 2e, 3e et 4e année sous condition de réception de documents justificatifs du maintien de l'emploi. À savoir, et pour dernière précision concernant le FAFA emploi, comme c'est une aide au poste, et cela peut arriver, c'est certes un emploi en CDI, mais admettons que la personne recrutée sur le poste rompe son contrat au bout de 2 ans. C'est une aide au poste, donc l'aide ne s'arrête pas. Par contre, il faut trouver un remplaçant dans les 2 ou 3 mois, il me semble, pour pouvoir continuer à bénéficier du versement de l'aide.
Alors, précision aussi, Sophie, ces aides, parce que c'était une question du chat tout à l'heure, sont bien sûr cumulables avec l'aide de l'ANS et l'aide de la région Grand Est sur l'emploi. Tout à fait. Alors, pour revenir sur l'aide de l'Agence nationale du sport, donc c'est le volet des projets sportifs territoriaux. C'est anciennement le CNDS, pour ceux qui s'en souviennent. C'est une aide qui a été prolongée d'une année à partir de cette année. C'est-à-dire que les clubs qui sollicitent cette aide peuvent bénéficier de 12 000 € pendant 3 ans, ce qui fait 36 000 € d'aide. Pour ceux qui avaient été financés et pour lesquels l'accord est parvenu encore sur l'ancien modèle des 2 fois 12 000 €, donc 24 000 €, ces clubs-là pourront bénéficier d'une continuité de versement et toucher les derniers 12 000 € pour arriver aux 36 000 qui sont proposés actuellement en 2 fois, c'est-à-dire 6 000 € la 3e année et 6 000 € la 4e année. Le FAFA Emploi et l'aide Agence nationale du sport, projet sportif territorial ou plan sportif territorial sont cumulables en même temps. C'est-à-dire que la première année, vous pourrez avoir 10 000 € FAFA Emploi, 12 000 € Agence nationale du sport sur un emploi qui, je vous le rappelle, je vous l'ai cité tout à l'heure, coûte au départ 27 000 € annuels, ce qui fait 22 000 € d'aide sur 27 000 € que ça vous coûte. Il y a ensuite une aide qui intervient à l'issue du versement de l'Agence nationale du sport, donc soit à la fin des 2 fois 12 000, soit à la fin des 3 fois 12 000, soit à la fin des 2 fois 12 000 plus 2 fois 6 000, donc soit l'année 3, soit à la fin de l'année 3, soit à la fin de l'année 4, qui est mobilisable et qui est le Grand Est emploi associatif, qui est une aide régionale à l'emploi associatif et qui est versée également sur 3 ans, sous condition, et elle est celle-ci, par contre, dans la suite logique de l'Agence nationale du sport. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter un temps entre la fin du versement de l'Agence nationale du sport et le début du versement ou le dossier, en tout cas, de la région Grand Est, emploi associatif. Il faut en faire la demande en général 2 ans avant d'arriver à échéance, parce que c'est des délais d'instruction qui sont assez longs. Et cette aide Grand Est emploi associatif, elle intervient pour une somme totale de 20 000 €, 10 000 € la première année, qui correspond donc à l'année 5, de manière générale, dans la majorité des cas maintenant, ou à l'année 4 pour les nouveaux emplois financés à 3 fois 12 000, 10 000 € la première année, 6 000 € la deuxième année, 4 000 € la dernière année. Alors, Sophie, de toute façon, de manière générale, à tout le monde, si vous avez des projets de création d'emploi ou des questions précises, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos spécialistes. Il y a bien sûr Sophie qui est avec nous ce soir, mais également Mousse Malek ou Florent Gosselin qui peuvent vous répondre de manière quotidienne. Il y a une question également qui nous a été adressée tout à l'heure sur un dispositif. Alors, je reprends la question sur un dispositif de Pôle emploi. Une question de Jean Somard qui nous demande si on est au courant de ce dispositif de Pôle emploi sur la création d'emplois. Qui s'appelle comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Jean a plus de précision. En tout cas, il nous pose la question. Et je ne sais pas s'il est toujours en ligne avec nous, Jean. Voilà, s'il peut éventuellement nous donner plus d'informations. Il y a également une question de Marlise Sigler qui nous demande si, pour pouvoir bénéficier du complément de la 3e année CNDS, où faut-il adresser la demande ? Bon, ça, ce sont des questions spécifiques que vous pourrez adresser à Sophie par mail éventuellement. Sophie, tu as une réponse pour cette question ? Pas précisément pour l'instant. Mais j'invite aussi le monsieur qui a posé la question sur le Fonds territorial de solidarité par rapport au code à m'envoyer un mail pour que je puisse lui répondre une fois que j'aurai la précision. Et l'adresse mail de Sophie, c'est sgervason@lgef.fff.fr. N'hésitez pas à lui envoyer toutes les questions que vous souhaitez par mail. Mettez-la peut-être dans le chat. Oui, j'ai la tête, oui. On va la mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. Effectivement, alors ça c'est une précision que nous donne Olivier Laurent, il existe les PEC Oui. pour Ça, les c'est Pôle CDD emploi. d'1 an avec 80% d'aide plafonnée à 20 heures hebdo pour les moins de 26 ans.
Oui, sous condition, là, c'est des critères en fait qui ne s'adressent pas au poste, mais à la personne. Donc, tout le monde n'y est pas éligible en fonction du territoire et des différentes enveloppes disponibles. Le PEC, c'est un dispositif de Pôle emploi qui signifie Parcours Emploi Compétences. Et en gros, c'est une aide à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, dont font partie les jeunes, principalement sans qualification. Et il faut absolument pouvoir associer à l'aide et à l'emploi au sein de la structure un parcours de formation qui est très précis et détaillé et qui permet en fait aux salariés de monter en compétences pour pouvoir rebondir après cette aide à l'emploi. Alors, Sophie, il nous reste un petit quart d'heure. Moi, j'aimerais juste qu'on aborde un point qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui des fondations. Alors, Oui. encore une fois, Sophie vous a fait un balayage assez large des dispositifs. Vous verrez en allant sur le site de la région Grand Est qu'il y a parfois des dispositifs pointus, notamment dans l'investissement pour l'environnement, la citoyenneté, enfin bref, il y a un certain nombre de dispositifs. Encore une fois, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas forcément inventer quelque chose pour pouvoir avoir une aide, parce que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Par contre, intuitivement, on voit que les clubs de football, notamment, mènent énormément de projets dans différents domaines, que ce soit effectivement la protection de l'environnement, la sensibilisation des enfants à la citoyenneté, à différents sujets, et qui peuvent être éligibles à des aides. Et il y a notamment un volet qui est souvent peu ou pas utilisé par les clubs, qui est celui des fondations. Alors autant nous, Ligue Grand Est, on est un peu le mastodonte et on n'est pas forcément toujours éligible parce qu'on est quelque part trop costaud pour rentrer dans le plan des fondations. Par contre, il y a énormément de fondations. Alors comment est-ce qu'on peut faire, Sophie, pour essayer d'utiliser aussi ce levier-là? Je l'ai un petit peu évoqué, c'est vrai que je ne suis pas allée forcément plus loin au début de mon intervention, mais on rentre aussi les associations sportives dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, on est susceptible de pouvoir aller sur finalement d'autres modes de financement et notamment les fondations. Le principe, je dirais, le plus intéressant, c'est peut-être de voir quelles sont les valeurs du projet que vous souhaitez mettre en place et sur quelle thématique ce projet peut se décliner pour faire une recherche en tapant tout simplement subvention, fondation, sport, environnement. Si vous avez un projet sur de l'éco-citoyenneté, nous, on essaiera d'amender notre article permanent avec ce genre d'informations-là. Je n'ai pas forcément non plus évoqué, parce que peut-être que vous le ferez vendredi, mais les différentes plateformes de financement participatif, notamment là pour ce qui nous concerne d'un peu plus près, la plateforme Soutiens ton club, qui est aussi un moyen de diversifier ses ressources financières en faisant appel aux dons des particuliers. Alors vous connaissez sûrement aussi les différentes plateformes type Litchi, KissKissBankBank, mais voilà, c'est des choses en fait sur lesquelles il faut qu'on arrive à se diversifier. Je n'ai pas de réponse précise pour l'instant, sauf à vous dire peut-être que ça serait intéressant pour les clubs d'aller jeter un coup d'œil sur le site du Fonds d'action du football pour voir un petit peu quelles sont les thématiques qu'il est intéressant de creuser, en tout cas dans la vie de notre club et dans ce qu'on peut proposer pour aller sur de l'aide aux devoirs, de l'environnement, de la santé, de la prévention. Vous avez pu voir aussi dans l'appel à projets sportifs fédéraux qu'effectivement, il y a tout un plan de lutte contre les discriminations et les violences qui est mis en place. Ce sont des sujets qui sont, alors je ne veux pas utiliser le terme très en vogue, mais en tout cas qui reviennent souvent dans l'actualité et qui peuvent intéresser des partenaires privés qui vont s'identifier à vos valeurs. C'est pour ça que c'est important peut-être de pouvoir avoir un projet de club avec un volet associatif, un volet éducatif bien ficelé
pour vous permettre d'aller un petit peu sur d'autres sujets, d'autres thématiques et d'aller vendre vos valeurs et d'aller sur des pistes de différentes fondations. Si je prends l'environnement, on peut parler de la fondation EDF, par exemple. Le fonds d'action du football est aussi sur ces thématiques un petit peu associées aux valeurs qui sont communes au sport, aux associations et qu'on veut défendre. Je pense qu'une porte d'entrée intéressante peut être justement ces valeurs dont je parle. Et effectivement, sur la fondation EDF, il y a notamment une ouverture sur la féminisation du sport, hein, que ce soit au niveau de la gouvernance des associations sportives ou de la pratique féminine. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par EDF. Précision aussi importante là, qui est donnée par Olivier Laurent dans le chat, qui nous explique qu'effectivement, il y a un dispositif actuellement dans le cadre du plan Un jeune, une solution, avec une aide possible de 17 000 euros. C'est valable que jusqu'au 31 mai 2020 pour un jeune qui est sans emploi de moins de 26 ans et qui résiderait dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, donc les fameux quartiers QPV, où effectivement il y a des dispositifs. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre des aides à l'emploi, effectivement. Mais donc là, comme le disait Sophie tout à l'heure, ce n'est pas le poste, mais bien la personne en tant que telle, en tant que sans-emploi résidant dans un quartier QPV, qui est éligible à ce type d'aide. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a énormément de dispositifs. Je pense qu'on a été relativement exhaustif. Merci encore, Sophie, pour la qualité de ton intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail, c'est le plus simple actuellement, pour essayer d'avoir des informations plus précises. Et puis, encore une fois, je pense qu'on ne peut que vous inviter à réfléchir et profiter de cette période pour réfléchir un petit peu au modèle économique du club. Je pense que c'est très important parce que clairement, on est souvent dans les clubs de football sur un modèle qui au départ est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on sait tous que le club de foot et la pratique du foot a un coût. Effectivement, on veut avoir des formateurs, des éducateurs de mieux en mieux formés, mais ça suppose aussi un engagement financier de la part de l'éducateur ou du club pour l'accompagner dans cette formation. Mais c'est clair que si on ne répercute pas le coût à un moment donné sur le coût de la pratique, ça devient un petit peu compliqué et on ne peut pas faire reposer de manière permanente sur le bon vouloir des bénévoles que nous sommes tous, ou que vous êtes tous en l'occurrence, pour pouvoir pérenniser le modèle économique du club. Donc, je crois que cette formation, elle a pour objectif aussi de vous aider à y réfléchir. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, la partie qui vous appartient à vous, club. Il nous appartient à nous de vous donner les informations sur cette partie des finances publiques et des aides et des dispositifs qui existent, qu'a fait brillamment Sophie ce soir. Et puis, on se retrouvera vendredi pour la partie, on va dire, du sponsoring privé, parce que là aussi, il y a de nouveaux leviers et des outils qui seront à la disposition des clubs très rapidement, avec lesquels on est en train de travailler avec un certain nombre de partenaires qui devraient vous permettre aussi de disposer de leviers nouveaux et notamment pour donner plus de visibilité à vos actuels partenaires. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore une fois de votre confiance. Merci de votre participation. Puis on se retrouve effectivement vendredi soir ou vendredi la semaine prochaine si vous n'êtes pas disponible ce vendredi. Bonne soirée à tous. À très vite. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.